Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce lundi sur NRTV, je vais recevoir deux débutants, un freerider qui a fait ses débuts en snowboard sur le World Tour et un entraîneur de foot qui s'assiera sur le banc du Stade Lyonnais très bientôt. En attendant de les recevoir, je vous installe ici. Fais voir ta région spécial sport, c'est parti! Il a 24 ans, il vient de Bérol, et, il n'a pas peur des pentes enneigées et on peut dire qu'il a réussi sa première ce week-end dans les Pyrénées espagnoles. Après une saison dans l'antichambre du freeride mondial en 2024, une deuxième saison qu'il a ponctuée d'une belle deuxième place finale, il a obtenu le droit de rejoindre la crème de la crème dans la discipline, l'élite du Freeride World Tour, les 12 meilleurs snowboarders de la planète dans cette discipline. À Baqueira Beret, ce vendredi, il a pris une très prometteuse 4e place. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rémi Benamo. Rémi, salut. Bonjour. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous de m'accueillir. J'imagine que vous avez été sollicité après cette 4e place dès votre premier run. Ça vous fait quoi? Bon, je suis un peu surpris et heureux de cette 4e place. Comme c'est mes débuts, je ne m'attendais pas forcément à avoir un résultat comme ça au début. C'était un peu mon objectif, mais vraiment content de ça. Alors, les 4e, on dit toujours c'est au pied du podium. Vous êtes plutôt content, plutôt que déçu de ne pas avoir été 3e? J'aurais préféré être 3e, 2e ou 1er, c'est sûr, comme tout le monde. Mais je pense que je peux me satisfaire de cette 4e place au début. Ça me permet d'avoir quand même quelques points. Et voilà. C'est des bons points. Vous avez 5800 points et quelques. Ça vous place dans le sillage des 3 meilleurs. Un mot sur les 3 meilleurs, justement, Victor Delerue, Tim Schroeder et Jonathan Penfield. Ils vous ont accueilli d'une manière spécifique. Ils vous ont dit quoi après? De voir un rookie derrière eux sur le podium, c'est bizarre pour eux, je pense aussi. Victor Delerue, lui, il a fait déjà 3 fois champion du monde. Du coup, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît à chaque fois. Quand j'étais plus petit, c'était un peu mon mentor. Du coup, là, il m'a pas eu plus d'accueil que ça, mais vraiment sympa, toujours une bonne ambiance. Et puis Tim Schroeder, lui, je le connaissais déjà d'avant parce qu'il était aussi sur les challengers avant et sur les qualifiers avant. Du coup, on se connaît quand même déjà pas mal. Et Jonathan Penfield, je le suivais, mais j'ai pas eu plus de contact avec lui. Vous n'avez pas eu de bizutage de débutants? Non, pas encore. C'est possible que ça arrive par la suite, un peu à la soirée après la compétition, mais avant, on était quand même assez concentrés dans nos lignes et dans nos projets. Alors justement, parlons de ça. C'est dangereux, c'est pentu. Les choses peuvent se jouer à un petit détail, un petit quart, un petit caillou qui dépasse. Comment on se prépare? On vous a vu en photo avec des jumelles, notamment. En fait, sur les compétitions de freeride, on n'a jamais ridé la face avant. On n'a que des images en drone ou des photos qui nous envoient avant la compétition. Et du coup, avant la compétition, pour choisir notre ligne, là où on va descendre, on est obligé de repérer quand même, parce qu'on n'est pas en haut et puis on se dit sur le moment, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. On a quand même une bonne préparation un jour avant et puis même, quand même plusieurs heures. Et puis en fait, les jumelles permettent de regarder vraiment les décollages, l'atterrissage. Sur chaque compétition, ils envoient des ouvreurs, comme ça nous on peut voir la qualité de la neige, savoir si c'est dur ou pas, ou si c'est plutôt mou. Du coup, c'est comme ça que je me prépare avant la compétition. Et sinon, il y a toute une période de préparation physique avant, et puis il faut aller en montagne et rider pour pouvoir se préparer. Alors, l'appétit vient en mangeant, on pourrait dire. Est-ce que vous étiez nerveux, particulièrement nerveux avant cette épreuve, ou bien ça vous est venu un peu naturellement? Comme j'ai commencé en junior et du coup ça fait quand même vraiment longtemps que je fais de la compétition, j'étais nerveux, mais j'étais quand même, quand j'étais au start,
m'étais dit que c'était un peu mon rêve d'enfant qui se réalisait. Du coup, j'essayais plus d'apprécier le moment que de me stresser. Et puis, je ne savais pas encore comment jauger le niveau, etc. Il n'y avait pas encore trop d'enjeux. Du coup, je n'étais pas plus stressé que ça. Mais... Alors justement, le niveau, vous le quantifiez comment, cette différence de niveau entre là où vous étiez l'année passée, en 2024, et là où vous êtes maintenant, en 2025 ? Je pense que il y a quand même un petit gap entre le niveau de l'année dernière et le niveau de cette année sur les compétitions. Mais après, en snowboard, on est très impacté par la qualité de la neige. Et puis, donc sur cette compétition, c'était très glacé, très dur et c'était pas très agréable. Du coup, c'est dur de jauger le niveau parce que c'était dur pour tous les riders d'exprimer leur snowboard qu'ils savent faire. Du coup, je me réjouis de voir par la suite comment c'est, mais vu cette 4e place, j'ai l'impression d'être à ma place pour l'instant. Parfait. La montagne, le danger, ça vous évoque quoi? Est-ce que c'est votre compagnon ordinaire ou... Le danger, il est tout le temps là. À chaque fois qu'on descend dans une pente, on a le danger d'avalanche qui est le principal danger. Du coup, on se prépare quand même beaucoup avant. On va faire des exercices de recherche. On a tout le temps tous le matériel qu'il faut. Du coup, un DVA, une pelle, une sonde, un sac airbag qui est maintenant plus que recommandé. Et du coup, ce danger, ce risque est tout le temps dans notre esprit. Vous avez toujours été, entre guillemets, team snowboard ou ça vous est arrivé d'être team ski aussi? Non, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire les compétitions en ski quand j'avais 15 ans. Et puis, je fais toujours beaucoup de ski. Je trouve que le ski permet d'avoir un autre regard que sur le snowboard. Du coup, j'ai toujours fait un peu les deux et je trouve cool d'être complet et pouvoir faire les deux. Votre routine d'entraînement, on a parlé de la préparation avec les reconnaissances notamment, mais au niveau physique, ça se passe comment? Au niveau physique, l'été, j'aime bien faire plein d'autres sports pour être complet. Le vélo, je fais notamment. beaucoup de vélo. Ouais. J'aime bien aussi faire un peu du surf, du kitesurf, un peu de grimpe, un peu de montagne. Et puis, avant, je n'avais pas un entraînement spécifique, un entraînement physique spécifique. Et maintenant, j'ai commencé un peu, plus autour de août-septembre, à vraiment me consacrer je vais dans la salle d'entraînement et faire un entraînement physique exprès pour le snowboard. Si on revient au Freeride World Tour, la suite, il y a Val Thorens en France, fin janvier. On a ensuite le Canada, la Géorgie, l'Autriche, avant de finir de nouveau, comme, disons, le traditionnel rendez-vous de Verbier, la grande finale. Parlez-nous de ces étapes. Est-ce que vous connaissez déjà ces endroits? Vous avez dit avant que vous aviez... Normalement, on ne ride pas la face en question. Mais est-ce que vous y êtes déjà allé, par exemple, en Géorgie? Géorgie, oui, j'y suis déjà allé il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement. Avant que la compétition de Géorgie soit dans le World Tour, elle était en qualifier, mais le jour de la compétition, ils ont annulé la compétition, donc je n'ai pas pu rider la face en compétition. On était allé la rider un peu après, mais entre rider une face pour le plaisir ou en compétition, ça n'a rien à voir. Du coup, ce sera quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et est-ce que l'appétit vient en mangeant? J'entends par là, c'est quoi vos objectifs sportifs pour le reste de la saison? Mes objectifs, pour cette première compétition, c'était déjà de savoir un peu où était le niveau, comment est-ce que je devais rider. Maintenant, je vois plus ou moins ce que je dois faire pour pouvoir réussir à passer le cut, qui sera après la compétition à Fieberbrunn. Et une fois que... du coup, c'est le premier objectif. Et après avoir passé le cut... Il se situe où, juste le cut? on est 12 et c'est les 7 premiers qui passent. Et du coup, une fois qu'il y aura eu ce cut, je vais regarder où est mon classement. Et puis si avec mon classement, j'arrive à aller gratter un podium sur les championnats du monde et peut-être une première place ou deuxième place, on verra. Et du coup, le deuxième objectif se dessinera là. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Est-ce que vous serez d'accord de nous retrouver sur notre antenne fin mars, début avril, pour faire un bilan de votre saison? Bien sûr. Avec plaisir, je vous remercie d'avance. Merci. Merci d'être venu encore sur notre plateau. On croise les doigts pour la suite de votre saison. Merci. Et on passe maintenant aux résultats sportifs du week-end.
Au menu de ce jeu 7e match du 20 janvier, du basket principalement, les clubs nyonnais étaient tous deux engagés en Ligue nationale A ce week-end. Les dames ont obtenu 2 excellentes victoires très nettes. Elles ont d'abord battu Helios en Valais 58-103, avant de dominer Riva sur le score fleuve de 119-46, grâce notamment à un superbe triple-double de Samantha Breen. Les Nyonnaises sont toujours solidement installées au 2e rang de la Ligue nationale A, derrière Fribourg. Chez les messieurs, en revanche, on avait un peu moins le sourire. Le bébé Seignon menait de 2 points à la mi-temps, mais a craqué après la pause et s'est incliné 62-77 face à Massagno samedi. Les joueurs de la Côte restent au 5e rang de la Ligue nationale A, mais voient les Tessinois revenir à hauteur. On vibrait aussi pour la balle orange ce week-end à Gland. Dans le cadre du programme Bouge proposé par la ville, les Perrerets étaient le théâtre d'une initiation au basket qui a ravi les plus petits. En ski alpin, 3 slaloms étaient au programme ce week-end à Rougemont pour les minimes du ski club Nyon. Avec des podiums à la clé pour les jeunes de la Côte, 2 troisièmes places pour Elena De Giovannetti en U9 et une 3e place pour Fiona Schrempf-Stirling en U11. Quant au U16, ils avaient le droit à un slalom interrégion au Diableret où Lenny Maillard s'est classée au 7e rang. Victoire précieuse pour le Nyon Handball La Côte en Première Ligue. Au Cossy, samedi, les Nyonnais ont remporté leur 2e match de la saison, ce qui leur a permis de quitter la place de Lanterne Rouge. Le NHB La Côte a battu Meulin Magdon 27-26 dans les derniers instants de la partie. Les regards sont désormais tournés vers le derby de samedi prochain, toujours au Cossy, face à la SG Nyon. En tchoukball, dimanche, la Coupe de Suisse était au menu des Nyon Spikes. En 8e de finale, les pensionnaires de Ligue B ont fait illusion durant 3 manches face aux Geneva Young Dragons, membres de l'élite helvétique, mais ont fini par s'incliner 3-7-1. On regarde une réaction à chaud. Je m'appelle Ludovic Anzer, je joue au club de Nyon Spikes. Aujourd'hui, on a participé à la 10e journée de la Coupe Suisse, donc on a joué les 8e de finale du championnat face à l'équipe des Geneva Young Dragons. Donc eux, c'est milieu de classement Liga, une grosse équipe. C'était un plaisir de jouer face à eux, en tout cas avec eux. Et premier set, ça s'est super bien passé. Bon, malheureusement, on a perdu le premier set. Deuxième set, on l'a joué, on l'a gagné, on a sorti des triples. Troisième set, on l'a perdu, mais c'était serré. Et 4e set, malheureusement, la fatigue nous a pris et on a perdu ce match. Futsal maintenant, avec un retour bienvenu à la victoire pour l'US Terre Sainte. Après 2 revers consécutifs, dimanche, les joueurs de la Côte ont facilement disposé du FC Famalicão 7-2 en Swiss Futsal Second League. Et regardez comme il est beau. Le nouveau logo de l'Uni Hockey Club de Beugnin a été dévoilé samedi en présence de nombreux sympathisants et membres du club à Fleury. Les nouveaux maillots étaient étraînés durant le week-end. La première équipe était engagée à Gruyère et a vécu un dimanche plutôt contrasté en 3e Ligue. Une courte défaite 5-4 face à Riviera, puis une victoire 5-1 contre Beauvais. Enfin, en hockey sur glace, le HC Nyon a remporté le premier de ses 3 matchs du Master Round de 3e Ligue. Les Nyonnais se sont fait peur puisqu'ils ont vu Lausanne revenir à 6 partout dans la dernière manche, mais se sont finalement imposés 8-6. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau jeu 7 match. On a dit en introduction qu'il était un débutant, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est débutant sur le banc du Stade Nyonnais, mais il connaît le football suisse et particulièrement la Challenge League comme sa poche. Le Stade Nyonnais reprend sa saison ce vendredi. On en parle avec le nouveau coach, Andrea Binotto. Andrea, merci. Bonjour Yvan. Bonjour, je vous en prie. Alors, c'est votre première qui approche sur le banc du Stade Nyonnais, votre première officielle, parce que vous avez déjà coaché 2 matchs amicaux. Parlez-nous un peu de cette pré-saison, cette préparation. Je dirais qu'elle se passe plutôt bien. J'ai assez vite pu cerner le contingent. Il faut dire qu'il y a encore des arrivées ces derniers jours. Donc voilà, le tout n'est pas encore défini. Mais c'est vrai que ces 2 premiers matchs de préparation ont permis un petit peu de faire un tour d'horizon du contingent et de voir les différentes qualités et capacités de tous les joueurs. Alors, on parle d'un 5-1, une défaite 5-1 à Lausanne contre Lausanne Sport, pensionnaire de Super League, l'échelon supérieur, malgré une ouverture du score, et puis une victoire 2-1 à l'extérieur à Neuchâtel.
C'est un bon bilan pour vous ? Vous savez, dans ces matchs de préparation, il faut vraiment prendre les résultats avec les pincettes. Je crois que ce n'est pas la chose qui intéresse le plus un coach lors de ses premiers matchs. On a vu, par exemple, contre le Lausanne Sport, on était avec le Lausanne Sport déjà sur des perspectives différentes. Eux jouaient leur dernier match de préparation puisque la semaine suivante, ils avaient championnat. Et le coach Ludo Magnin avait déjà décidé de faire tourner quasiment son 11 qu'il alignait le week-end suivant. Donc, contre Lucerne, il a fait jouer quasi 90 minutes. Tandis que nous, voilà, c'était visiter un peu un tour complet de l'effectif. Je crois qu'il y a eu 24 joueurs qui ont participé à ce match-là. Donc, ça explique aussi pourquoi, des fois, il est difficile de tenir un match en termes de résultats. Déjà contre une équipe qui tourne super bien en ce moment et de catégorie supérieure. Mais si je regarde la première mi-temps qui se termine sur le score de 2-1, j'ai trouvé qu'on a vraiment fait une excellente entame de match. Pendant 30-35 minutes, on a vraiment réussi même à développer quelques séquences de jeu intéressantes. On s'est, je dirais, défendu d'une façon honnête. Et il est vrai qu'en deuxième mi-temps, lorsque tous ces changements interviennent, ça devient plus difficile. Ça brouille un peu les cartes. Voilà, ça brouille les cartes, c'est plus difficile de garder une organisation. Le match contre Xamax, on a déjà été vers quelque chose qui peut un peu plus ressembler à ce qui sera le match contre Haro, vu qu'il y a déjà pas mal de joueurs qui ont joué 60 minutes sur ce match-là. Et je dirais que de nouveau, la première mi-temps, je l'ai trouvé assez abouti. Tout n'est pas encore parfait, mais je crois que les premières idées, les premiers messages que j'essaye de passer, j'ai pu remarquer que les joueurs l'ont bien compris, l'ont mis sur le terrain, et le résultat était un match tout à fait honnête. Alors, ces idées, justement, parlons-en. C'est quoi, en guillemets, la philosophie Binotto ? Bon, je ne sais pas si on peut parler d'une philosophie Binotto, mais aujourd'hui, le football, on va dire, évolue d'une façon assez intéressante. On voit des équipes qui ont maintenant plus tendance à les presser assez haut, les adversaires, ne pas se replier par des blocs bas et jouer le contre-pied. Cette façon-là, elle est un peu, démodée, même si elle peut toujours être efficace. Mais l'idée, c'est déjà de défendre assez haut pour essayer de récupérer le ballon le plus possible pour être proche du but adverse en cas de récupération. Donc, il y a déjà ce principe-là, mais évidemment, on ne peut pas presser haut 90 minutes, ce n'est pas possible, c'est trop difficile déjà sur un plan énergétique. Donc l'idée, voilà, c'est de savoir quand il faut aller presser, quel est le moment où il faut aller presser, il faut savoir lire ces temps de jeu, et ça, c'est une organisation qui est assez importante, donc il faut déjà que les joueurs comprennent un peu quels sont les indicateurs dans une action, qui dit, ok, là, on va ou on ne va pas. Ça passe évidemment par une cohésion d'équipe, une communication, ça, c'est pour l'aspect défensif, puis l'aspect avec ballon, les équipes adverses viennent vous presser aussi souvent. Donc l'idée, c'est pas de dégager un ballon sous pression parce qu'il va probablement revenir assez vite. Donc c'est un peu de déjouer ce pressing adverse. Et pour le faire, il faut un peu réfléchir comment le déjouer. Donc trouver une stratégie qui permette un petit peu de réussir à partir depuis en bas, de jouer et de casser ce pressing pour ensuite être dangereux derrière ce pressing. C'est une vision plutôt moderne, on pourrait dire. Oui, alors moderne, je pense que c'est un petit peu l'évolution du foot actuellement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de coachs qui sont dans cette réflexion-là. Ce qui n'empêche pas que sur un match, on peut décider de faire tout autre chose, parce que c'est ça aussi la richesse tactique. En fonction de l'adversaire. En fonction de l'adversaire, en fonction de... Voilà, il y a plusieurs paramètres. Puis des fois aussi pour surprendre l'adversaire qui peut-être s'attend à un certain type de jeu. Sur un match, on peut, on va dire, tout changer ou faire une stratégie complètement différente, mais en principe, on va dire que la ligne principale à suivre, en tout cas pour moi, cette saison est celle-ci. Alors, vous l'avez dit, c'est assez exigeant du point de vue athlétique. De ce point de vue-là, physiquement, elle se trouve comment ? Dans quel état vous avez trouvé votre équipe ? Non, j'ai trouvé un groupe en forme qui se voit, a été bien entraîné, athlétiquement, physiquement, les joueurs sont là. Il faut dire que c'est un joueur un contingent qui est composé de très jeunes joueurs. Donc on peut espérer qu'à cet âge-là, ils ont de l'énergie. Qu'ils puissent courir. Alors, donc voilà, donc c'est un groupe qui est à l'écoute, qui s'entraîne bien, qui a envie, qui sont, comme j'ai dit, de jeunes joueurs. Donc ça veut dire des joueurs qui devant eux ont quand même des perspectives, des objectifs à atteindre. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment là pour s'appliquer, pour aller de l'avant et essayer de passer des paliers. Votre président avait évoqué l'éventualité d'un renfort par ligne pendant ce mercato hivernal. Vous tirez quel bilan jusqu'ici ?
Écoutez, je trouve que le mercato a été fait d'une façon assez intelligente, dans le sens qu'il y a effectivement quelques joueurs, on va dire 2-3 expérimentés qui sont arrivés, des joueurs en prêt d'équipe de Super League, des joueurs qui viennent pour trouver du temps de jeu en Challenge League, mais qui ont quand même un potentiel pour déjà, qui faisaient, disons, partie d'un effectif Super League, donc des jeunes dans lesquels on voit des qualités pour ensuite faire le saut. Maintenant, voilà, il faut mettre tout ça ensemble, il faut réussir à faire en sorte que la mayonnaise prenne, mais je pense qu'avec les moyens qui sont ceux de Stade Lyonnais aujourd'hui, le mercato a été fait d'une façon intelligente. On a envie de vous demander, à l'approche de la reprise donc, contre Arro ce vendredi soir, quels objectifs sportifs vous avez fixés à votre groupe ? Vous savez, dans la situation dans laquelle on est, il est clair que faire des points va devenir très vite important et essentiel. Donc, il est important aussi au début de réussir à faire ces points. Mais je crois qu'on doit, pour faire ces points, il faut commencer par viser la performance, donc le contenu, parce que ces points ne viendront pas si l'équipe ne joue pas bien ou défend mal ou n'est pas organisée, n'est pas ensemble. Donc, voilà, je pense que les premières choses que je vais vraiment observer, c'est vraiment cette cohésion. Mais à la sortie du match, il faut aussi évidemment avoir des points, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, je me concentre sur la performance. Que fait l'équipe lorsqu'elle n'a pas le ballon? Que fait l'équipe lorsqu'elle a le ballon? Et je suis convaincu qu'en travaillant dans ce sens-là, si le travail est bien fait et que l'équipe réussit à s'exprimer, il y aura des points qui vont tomber. J'imagine, vous ne pouvez pas vraiment dire l'inverse, mais j'imagine que vous êtes optimiste? Oui, je suis déjà optimiste de nature, donc je crois que c'est important d'avoir cette énergie envers le groupe aussi, parce que si le groupe ressent un coach pas en confiance ou qui doute, évidemment, vous transmettez ce doute au vestiaire et c'est pas bon. Donc je me veux optimiste, et si j'ai accepté ce challenge, c'est parce que en faisant un petit peu le tour de la situation, en analysant un petit peu le tout, je suis parti de l'idée que c'était possible de faire en sorte que le Stade Lyonnais puisse jouer en Challenge League la saison prochaine. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Et juste une petite question qui n'a rien à voir avec le Stade Lyonnais, mais on vous connaît aussi pour vos offices de consultant sur Blue Sport. Est-ce que vous allez continuer ce mandat ? Écoutez, tout ce qui touchera à la Super League, qui a plutôt lieu le week-end, non. Déjà, parce que le week-end, je vais être concentré évidemment sur les activités du Stade Lyonnais. Et puis qu'il y a quand même quelques relations entre Challenge League et Super League. Donc je vais abandonner, on va dire, mon job de consultant en Super League. Mais effectivement, mon job de consultant dans les coupes européennes, Champions League ou l'Europa League ou la Conference League qui ont lieu la semaine. Entre le mardi et le jeudi. Voilà, entre le mardi et le jeudi. Pour autant, évidemment, que ça soit pas, on va dire, que ça prenne pas du temps à ma fonction à Stade Lyonnais. Je pense que vous me verrez encore de temps en temps sur le plateau de Blue Sport. Parfait, on se réjouit alors. Merci. Bonne chance, merci encore de vous être déplacé. C'est tout pour cette semaine. Demain, vous retrouverez dans FC Politique Florian Cavalleri, et mercredi, Andrea Breslopo sera aux commandes de Fais voir ta région. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain. Ciao.